Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'avoir un exemple de ce qu'on appelle le langage épicène. Et son but, c'est de démasculiniser la langue. Le langage épicène est une façon d'écrire et de parler qui va permettre de visibiliser les minorités, en l'occurrence les femmes, dans le langage de tous les jours. En février, la RTS a introduit de nouvelles directives sur le langage inclusif, ce qui a suscité de nombreux commentaires. Pour certains, le français fonctionne très bien comme ça. Pour d'autres, la langue de Molière invisibilise les femmes. Dans cette vidéo, on explore la problématique. Sur les claves. Monsieur et madame. Prenons la phrase suivante. 100 femmes et un chien sont revenus contents de la plage. Dans cet exemple, la présence du chien entraîne un accord de l'adjectif et du verbe au masculin. Cet exemple souligne de façon troublante la règle selon laquelle les pluriels mixtes s'accordent au masculin. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, des écrivaines féministes comme Benoît Groult dénoncent la prééminence du masculin. Mais au fond, pourquoi c'est un problème? Eh bien, des sociologues ont démontré que ça peut avoir des impacts très concrets. On entend les étudiants, les musiciens, les soldats, les esthéticiens. Quand bien même il y aurait une connotation dite féminine, par exemple avec les esthéticiens, eh ben, on se représente des collectifs d'hommes spontanément. Et là où on voit par exemple que ça pose problème, c'est dans les offres d'emploi. Il suffit de manifester le fait que cette offre est aussi à destination des femmes, par exemple en employant un langage épicène, par exemple en faisant attention à ce que tous les termes soient également accordés au féminin, pour que le nombre de candidatures de femmes augmente. Des mouvements qui luttent pour l'égalité entre les genres proposent différentes façons d'utiliser le français. En voici quelques exemples. La première étape, ça a été la féminisation des noms de métiers et des titres. Il existait déjà évidemment des métiers qu'on a toujours dit au féminin. Personne ne songeait à dire instituteur quand il s'agissait d'une institutrice. Mais il y avait un certain nombre de noms de métiers, comme avocat par exemple, où on avait du mal, même quand c'est facile à faire, de dire avocate. C'est-à-dire, en fait, on s'apercevait que les métiers qui avaient plus de prestige, soit le féminin n'avait jamais été créé comme ingénieur, soit le féminin était tombé en désuétude, voire avait été sciemment abandonné sous l'impulsion de l'Académie française, fin du XVIIe, XVIIIe siècle. Fin XVIIe, des académiciens ont voulu normer la langue. Et ils ont décidé que le masculin devait l'emporter sur le féminin. Voici comment le père Bourse justifiait ce changement en 1676. Lorsque deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Avant, on utilisait l'accord de proximité qu'on trouve chez Racine, par exemple, qui dit c'est 2 jours et 2 nuits entières. Les jours sont tout autant entiers que les nuits, mais comme l'adjectif est plus proche de nuit que de jour, eh ben pour l'oreille, c'est plus agréable. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en français. On dira des roses et des œillets blancs, mais on ne dira pas des œillets et des roses blancs. Ça sonne mal. Une autre façon d'inclure davantage les femmes est d'utiliser ce que l'on appelle le doublet. On ne dira pas « les spectateurs ont applaudi la performance », mais « les spectatrices et les spectateurs ont applaudi la performance ». À une époque ancienne, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on ne pensait pas du tout que le masculin pouvait inclure le féminin. Ça semblait même absurde. Quand on voulait être sûr d'inclure tout le monde, on disait « iceux et icelles ». On a parodié les présidents de la République française qui commençaient en disant « Française, Français, aidez-moi ». Ça veut bien dire que tout le monde avait conscience que c'était important de manifester la présence des femmes quand on voulait s'adresser aux femmes. Une autre technique pour rendre la langue moins centrée sur le masculin est d'utiliser des mots non genrés ou épicènes. Par exemple, on peut utiliser une tournure neutre. L'audience a applaudi la performance. Pourquoi? Parce que le genre des personnes qui composent l'audience, que ce soit des hommes ou des femmes, n'affecte pas la conjugaison du mot audience. C'est une façon de neutraliser la langue qui évite la prééminence d'un genre sur l'autre. Une autre option, c'est de former des néologismes, comme iel, all ou ul, et ils ont été créés pour désigner les personnes qui ne se reconnaissent dans aucun genre. Les critiques de ce type de réforme mettent en avant la longueur et la lourdeur que ça peut avoir sur la langue. Alors les critiques qui disent soit c'est trop long, soit c'est pas beau, alors la première, je l'entends assez bien. Effectivement, c'est plus long, c'est vrai. Quand on réécrit un texte, il prend un petit peu de poids. C'est juste. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de moments où c'est plus important de choisir
d'être inclusif et inclusive, plutôt que de choisir de faire court ou joli. Un autre angle d'approche qui concerne l'écrit, c'est l'utilisation de signes typographiques comme le point médian, le tiret ou la barre oblique. Pour éviter justement la double flexion, d'écrire les étudiants -e-s ou les étudiants point médian ES. Plus radical et poétique, Tristan Bartolini, un étudiant à la Aide, qui a créé de nouveaux caractères pour rendre compte de la diversité des identités de genre. Comme on a pu le voir, certaines formes d'écriture inclusive sont aujourd'hui tout à fait courantes, comme la féminisation des métiers. D'autres, comme le point médian par exemple, sont perçues comme beaucoup plus militantes. L'adoption ou non de ces formules va dépendre de l'usage qu'en fait le public. Et ce ne sera ni la première ni la dernière fois que la langue française évolue.